Peut-être pour lancer le débat, une première question qui tourne autour de l'historiographie. Alors, je ne vais pas gloser l'importance du renouveau des études des guerres de 14-18, qui sont vraiment une matrice intellectuelle très très importante, qui en aval a totalement changé l'étude de la Seconde Guerre mondiale, et en amont, qui participe aussi d'une relecture complète du phénomène guerrier au XIXe siècle, en partie en France de la guerre de 1870. Je constate que vous utilisez, ce serait peut-être ma première question, pas mal cette notion de culture de guerre, avec plus ou moins de distance et plus ou moins de critique. Alors bon, moi je travaille avec Annette Becker, donc rassurez-vous, je ne vais pas vous attaquer. Cependant, quand même, on ne peut pas ignorer que c'est une notion qui pose problème, et qui peut-être pose davantage de problèmes qu'elle n'en résout. Parce que c'est une notion floue, on n'en comprend pas très bien les contours, pardon. Et puis surtout parce que c'est une notion tautologique, c'est-à-dire que la violence crée la culture de guerre, et la culture de guerre crée la violence, et donc on ne sait jamais si la culture de guerre est une cause ou une conséquence, ce qui pose un vrai problème intellectuel. Alors, comment reprendre, comment l'utilisez-vous, faut-il l'utiliser? Oui, Annette n'est pas là, donc j'en profite. Je sais que, bon, mais c'est tous les débats importants qui ont lieu en France à propos de cela, donc j'aimerais évidemment savoir comment vous vous positionnez par rapport à cela. Et puis, question dans la question, quand est-ce des pays que vous étudiez, c'est-à-dire conseiller d'État qui a été amorcé par Edouard Rousseau, est-ce que ce tournant culturel, cette vision de la guerre par le bas, ce souci etc., est-ce que les historiens américaines, je viens de dire, je sais bien, comment ont-elles réagi? Est-ce que ce sont des notions qui existent? Est-ce que ce sont des notions qui ont été travaillées? Que la question se pose davantage dans le cadre des États-Unis, puisqu'ils sont directement acteurs de la guerre. Et je pense que c'est la différence fondamentale avec l'expérience des latino-américains. Je pense qu'en termes d'historiographie, on a eu une grande séquence qui est allée jusqu'aux années 1960 et qui était plutôt une séquence où on envisageait la guerre, pour faire simple, dans une logique un peu d'histoire-bataille, d'histoire des relations internationales, d'histoire des grands hommes. Et je suis en particulièrement très frappée quand on voit les travaux, excellents travaux d'ailleurs, qui ont été réalisés en France sur la question des États-Unis dans la guerre, jusqu'aux années 1980-90. Sont des travaux qui portent pour l'essentiel sur la question de la contribution militaire, donc des batailles, un petit peu de la question économique, et rarement des autres questions. Et ça a d'ailleurs été ma grande surprise quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet. Je pensais que c'était pas très neuf, et en creusant, je me suis rendu compte qu'en fait, pendant très longtemps, on avait une lecture qui n'intégrait pas du tout la dimension culturelle. Mon deuxième constat, c'est de se rendre compte que les historiens qui travaillent aux États-Unis sur cette question de la Première Guerre mondiale, pour la très grande majorité, sont des historiens qui sont très au fait des débats historiographiques français, et pour cause, parce que travailler sur la Première Guerre mondiale les a conduits à travailler sur des sources en France et à lire, évidemment, les auteurs français. Et à choisir entre les débats historiographiques, globalement, ils se retrouvent davantage autour de ce tournant culturel, qui correspond aussi à des interrogations qui dépassent très largement la question de l'écriture de l'histoire de la guerre. Et donc il y a une rencontre entre les nouveaux champs historiographiques aux États-Unis sur d'autres questions et la question particulière de la Première Guerre mondiale. Avec toute une série d'interrogations, j'ai évoqué le concept du soldat citoyen, c'est-à-dire jusqu'à quel point est-ce un soldat citoyen, jusqu'à quel point il est contraint, jusqu'à quel point il est patriote. Donc on retrouve bien là tous les grands débats finalement qui agitent les historiens de la Première Guerre mondiale en France et en Europe. Mais j'ai l'impression quand même que ce n'est pas forcément la question centrale qui est pour les historiens américains. Et qu'en particulier, depuis quelques années, il y a une forme d'enrichissement du questionnement
autour notamment de la question des minorités dans la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire que on s'intéresse, pour faire simple, non plus aux grands hommes, mais on s'intéresse aux soldats ordinaires et aux citoyens ordinaires dans la guerre, et en particulier ce soldat ordinaire dans la guerre, on l'étudie par l'angle de la minorité, c'est-à-dire qu'est-ce qu'être un soldat d'origine hispanique dans la guerre, qu'est-ce qu'être un soldat amérindien, issu d'une tribu amérindienne dans la guerre, voilà, qu'est-ce qu'un soldat noir dans la guerre. On voit énormément de travaux autour de ces questions, et on voit bien que dans l'historiographie américaine, c'est plutôt ces préoccupations aujourd'hui qui prennent le dessus, parce que ça correspond à l'évolution de la manière d'envisager l'histoire, avec et chaque groupe minoritaire fait l'histoire de son groupe minoritaire dans la guerre, avec évidemment, et on retrouve la question de la mémoire, toute une résonance sur les enjeux et les débats identitaires actuels. On le voit très bien sur la question de la contribution des soldats noirs américains à la Première Guerre mondiale, avec notamment ce grand moment qui a été la remise d'une décoration par le président Obama, à titre posthume, ça va sans dire, à 2 soldats noirs américains qui se sont illustrés, qui est l'entrée en matière du livre. Et on voit bien comment, finalement, il y a un écho extrêmement fort entre cette contribution qui, sur le moment, n'était pas une question centrale, combien c'est central parce que ça relève des grands enjeux et des grands débats de la société américaine d'aujourd'hui. Donc on voit bien ce débat histoire-mémoire qui, aujourd'hui, me semble je trouve dans le contexte américain peut-être plus important que la question de la culture de guerre. C'est plutôt autour de ces questions. Et ça revient finalement à cette idée que autant il y a une forme d'internationalisation de l'étude de la guerre, c'est-à-dire que finalement qu'on soit un historien chinois, un historien argentin, un historien français, on a un peu des problématiques similaires, des questionnements parce qu'on lit les mêmes choses et qu'on a les mêmes sources, mais qu'en même temps, on a des questionnements qui sont propres à chaque société. On le voit bien sur les exemples qu'a traité Olivier, cette question du nationalisme culturel. Vous voyez, moi, par exemple, je le vois plutôt en parallèle avec le Canada, où on a un petit peu les mêmes problématiques. Comment la guerre est une déploration des choix qu'ont fait les Européens, un éloignement de la Grande-Bretagne, quelque chose qui nourrit le nationalisme et qui va préparer le statut de Westminster et la voie vers l'indépendance. Donc je pense qu'il y a à la fois des grilles de lecture qu'on retrouve dans l'ensemble de la communauté des historiens et puis des questionnements très spécifiques qui sont des enjeux des pays parce qu'ils ont aussi une chronologie de la guerre qui est différente. C'est sûr que c'est pas la même chose d'avoir 4 millions de gens sous les drapeaux et d'avoir uniquement des volontaires, et surtout parce que, avec un effet de la mémoire et de la commémoration, parler de la guerre, c'est aussi parler d'enjeux extrêmement contemporains. Et j'ai l'impression que les enjeux du contemporain ont aussi une influence de plus en plus forte sur la grille de lecture. Et on le voit bien, notre tendance à dépasser la chronologie, dans mon cas 17-18 pour être 14-18, voire 14-19, voire plus loin, a une forme de résonance très particulière, parce que c'est une réalité historique, mais aussi parce qu'il y a des enjeux de commémoration extrêmement importants. Alors moi je vais être assez bref sur cette réponse parce que, alors premièrement, je n'utilise pas la notion de culture de guerre pour 2 raisons. D'abord parce que, bien que n'étant pas un spécialiste de la Première Guerre mondiale en Europe, je n'adhère pas complètement à la définition qu'en donnent Audouin Rousseau et Baker dans leur article fondateur, notamment parce que, au fond, l'un des objectifs, c'est d'essayer de comprendre le consentement de la société, et que c'est quand même une manière de gommer toutes les expériences alternatives qu'il y a eu aussi de la guerre, tout le rejet de cette culture de guerre. Donc moi j'ai toujours été un petit peu dérangé par cela, mais surtout je pense que pour le coup et la culture de guerre telle qu'elle est définie par Audouin Rousseau et Baker, elle plonge ses racines évidemment dans toute l'éducation républicaine, depuis la mise en place des lois Ferry, et elle participe beaucoup de la haine du Boche telle qu'on l'a apprise de génération en génération à l'école de la République. Elle se construit aussi
ainsi. Et évidemment, ça n'a aucun équivalent en Amérique latine. Et donc moi, j'ai un chapitre de mon livre qui s'appelle « Les cultures de la guerre ». C'est-à-dire, au fond, c'est les traces de la guerre dans les pratiques culturelles latino-américaines, mais je ne l'emploie pas. Et alors, la question sur les historiens latino-américains, je réponds très simplement, il n'y a quasiment pas d'historiens latino-américains qui travaillent sur la Première Guerre mondiale. En fait, il y a une historienne latino-américaine qui travaille là-dessus, c'est Maria Inés Tato, qui vient de sortir un très grand livre sur Buenos Aires dans la guerre, et qui est vraiment un livre remarquable. Et après, les travaux qui ont considérablement renouvelé l'historiographie de la Première Guerre mondiale en Amérique latine ces 4 ou 5 dernières années ont été faits par des Français, par des Allemands, je pense à Stefan Rinke, Thomas Fischer, par des Américains, mais quasiment pas par des historiens latino-américains. Pour finir, moi j'utilise beaucoup plus, c'est ce que j'ai dit ici sans donner de précision historiographique, la notion de mobilisation, au sens où l'historien irlandais, ou anglais, non, irlandais, ah non, anglais, excusez-moi, bon, enfin, l'historien britannique, non, enfin bon, voilà, enfin, disons, John Horne, je ne sais plus ce qu'il est, utilise dans son livre de 1997 la mobilisation des sociétés, au-delà évidemment de la mobilisation militaire, mais qui me semble une notion beaucoup plus plastique et beaucoup mieux à même de rendre compte de ce qu'ont été ces expériences lointaines de la Première Guerre mondiale que de la notion de culture de guerre. Merci. Peut-être qu'il y a des questions, des réactions par rapport à cette première thématique historiographique qui est un peu technique peut-être, mais enfin qui permet de situer un petit peu le propos. N'hésitez pas. Je vais bien mettre. Si je comprends bien, les Canadiens sont assez proches des préoccupations des historiens états-uniens. Non, je dirais qu'ils sont pour le coup plus proches des expériences latino-américaines, qui tient au fait qu'ils sont rentrés en guerre en 1914 parce qu'ils étaient dans l'Empire britannique, donc ils avaient peu de choix. Le seul choix qui leur restait, c'était de déterminer quelle serait la forme de leur contribution, parce que c'est une guerre qui est aussi extrêmement clivante, en particulier entre les anglophones et les francophones. Les francophones ne comprenant pas toujours l'intérêt d'aller faire la guerre pour les Anglais, je simplifie, d'aller mourir pour les Anglais. Et donc, c'est une guerre qui va nourrir ce nationalisme canadien, notamment autour de cet épisode de la bataille de Vimy, on est en 1917, qui est vraiment cette première prise de conscience sur le terrain militaire, qu'il y a autre chose que cette identité d'être canadien dans le monde britannique, mais qu'il y a une identité vraiment canadienne. Alors, elle est complexe, elle est évolutive, elle va mettre du temps à se mettre en place, mais on voit bien comment la guerre est une forme d'accélérateur de cette prise de conscience dans un Canada qui reste quand même très imprégné par la logique coloniale et la logique de l'Empire. Donc là, je verrais plutôt le Canada comme quelque chose qui ressemblerait d'un point de vue du nationalisme culturel aux pays latino-américains, mais qui ressemblerait par ailleurs plutôt aux États-Unis par l'importance de la contribution militaire, puisque les Canadiens connaissent 4 ans de guerre. Ils ont d'ailleurs un nombre de pertes qui est plus de 60 000 soldats qui meurent, qui est supérieur à leurs pertes pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc ils ont vraiment, pour eux, ce moment de la Première Guerre mondiale est un moment extrêmement fort dans la constitution d'un nationalisme. Alors que les Américains, comme le rappelait très justement Olivier en début d'intervention sur le mode de la boutade, ont franchi le tournant de l'impérialisme quelques années plus tôt, ont un nationalisme et un patriotisme qui est structuré et important. Pour voir cette chose, on voit bien que notamment c'est un moment de réinsertion où on réinsère les anciens combattants du Sud et la société sudiste. Je renvoie à la guerre civile, qui est un moment d'éclatement, et on voit bien comment cette Première Guerre mondiale est un moment de rassemblement national, de patriotisme et de réintégration du Sud. Donc on a vraiment cette nation qui, en tant que telle, est une nation extrêmement forte. Pour revenir sur la question du consentement, je crois qu'elle est très importante, c'est-à-dire qu'on est sur des réalités, on emploie parfois le même terme en parlant de réalités différentes sur la question de la culture de guerre. Parce que finalement, l'Américain en 1917... il entre en guerre, enfin j'entends le citoyen ordinaire qui se retrouve conscrit,
parce qu'il y a une injonction de l'État. Et il n'est pas là pour défendre sa patrie. Il est parfois et souvent germanophobe, mais on voit bien que sa germanophobie relève à des questions liées à l'immigration et pas du tout à des questions liées à la défense d'un territoire. Donc on est sur des configurations différentes. Et finalement, la question du consentement à la guerre, elle relève d'une autre logique, qui est un peu ce que j'avais évoqué dans ma présentation, c'est est-ce qu'on consent à ce que l'État vous oblige à faire la guerre? C'est plutôt la question, pour le coup, de la relation à l'État qui est extrêmement importante et qui se noue dans ce moment-là. Et les Canadiens ont un problème de conscription, qui est un problème francophone-anglophone, avec des émeutes dans la partie francophone. Aux États-Unis, il y a tout un phénomène d'évitement de la conscription. Il y a toute une série de gens qui évitent d'aller se faire recenser. Il y en a qui, parfois, recourent à l'action violente. On a des objecteurs de conscience. Donc, on a une conscription importante, mais qui est souvent une conscription de l'obligation sociale. Je parlais tout à l'heure de volontarisme coercitif. On est patriote, donc il faut le faire, mais on le fait sans forcément une conviction extrêmement importante. Et donc, on voit bien que finalement, les enjeux sont d'une nature assez différente de ce que connaissent les Européens. Avec un basculement qui est le moment où les combats commencent réellement, puisqu'on se rend compte que ces soldats américains, finalement, quand la guerre commence et que les opérations commencent, ne se posent pas de questions, c'est-à-dire qu'ils y vont. Ils y vont en étant persuadés aussi qu'ils sont là pour gagner, c'est-à-dire qu'on leur a expliqué que leur contribution va jouer un rôle déterminant. Je rappelle qu'en juillet 18, l'arrivée massive des soldats américains fait que désormais, il y a plus d'alliés qu'il y a d'ennemis. Donc ils sont vraiment dans cette certitude qu'ils vont contribuer à gagner, qu'on ne peut que gagner, et qu'ils sont dans le camp du bien. Donc on retrouve un peu cette idée que tu avais des intellectuels, le camp de la défense du droit contre le camp de la force brutale. Et donc, au sein de l'armée américaine, on constate très peu de cas de soldats qui interrogent le bien fondé de la question. Avec derrière toute une propagande, on aurait pu parler du journal de l'armée, qui se met en place à ce moment-là, où on va essayer de mobiliser et de continuer sur ce parcours. Mais je pense qu'il faut aussi avoir bien la chronologie en tête, c'est-à-dire que les Américains arrivent en 17 pour les premiers, commencent à être nombreux sur le terrain à partir de mars 18, et ils sont plusieurs millions à l'été de 2018 quand même, 1918. Donc ils sont dans une phase de la guerre où finalement, on sait qu'on est dans la dernière ligne droite. Et donc forcément, l'attitude et le positionnement est assez différent. Avec cette idée qu'à la fin de la guerre, ils rentreront chez eux, ils reprendront leur vie. Et on voit bien qu'il y a des enjeux totalement différents de ce que peuvent connaître les Européens. Juste un petit mot rapide, très, très bref là-dessus. Évidemment, la question du consentement ne se pose pas du tout dans le cas de l'Amérique latine. Mais il y a une question qui se pose qui est très intéressante, qui est celle des volontaires. Oui. 1500 à 2000 volontaires, principalement argentins, brésiliens ou mexicains, qui ont laissé des sources assez extraordinaires. Alors, certains d'entre eux sont argentins, ont perdu la nationalité française ou la nationalité allemande, mais ont un lien quand même avec une mère patrie présumée, lointaine, héritée, mais d'autres, pas du tout. Et donc là, on est véritablement dans des formes de volontariat telles qu'elles ont pu être étudiées par Gilles Pécou dans cette maison même, ou par Hervé Mazurel autour du panhellénisme, etc. Et avec des sources extraordinaires, puisqu'on trouve dans les archives diplomatiques françaises les lettres de motivation, en quelque sorte, pour le dire de manière très contemporaine, de ces volontaires qui écrivent au consul ou à l'ambassadeur et qui disent, voilà, j'ai 18 ans, je suis étudiant et j'ai envie de traverser pour l'Atlantique pour aller servir la cause de la glorieuse France, car mon esprit s'est construit à l'aune de Lamartine, etc., etc. Bon, voilà. Et on a un nombre de lettres comme ça incroyable, le corpus est absolument extraordinaire. On a ensuite les dossiers, ils sont tous intégrés à la Légion étrangère. Ouais. On a les dossiers de ces volontaires, moi je les ai tous photographiés là, aux archives de la Légion étrangère à Aubagne. Et ensuite, on peut trouver des documents comme celui que je présente ici, qui sont au ministère aux archives du ministère des Armées, la lettre qui a été envoyée à la mère de ce jeune étudiant brésilien pour lui annoncer sa mort et le transfert de son corps dans un cimetière du nord de la France. Bon. Et là, on peut reconstituer des trajectoires et c'est tout à fait...
parfois ça frise un peu la simple anecdote, et en même temps c'est très très intéressant, notamment pour rendre compte de cette francophilie très forte, en sachant que le volontariat c'est surtout eu lieu vers l'armée française, et de manière très très minoritaire, 300-400 individus éventuellement du côté de l'armée allemande. Bon. Et on a les mêmes phénomènes aux États-Unis, puisque on a deux moments dans l'histoire des États-Unis dans la guerre, 14-17 et 17-18, avec tous ces volontaires, notamment pendant l'été 14, qui sont souvent d'ailleurs des gens plutôt de bonne famille, des étudiants, tu le rappelais, qui à un moment donné de leur vie, soit ont fait des études à la Sorbonne, soit au moment de leur grand tour, ont eu l'occasion de visiter l'Europe occidentale, et qui sont prêts à s'engager pour la France, et qui ont exactement le même problème que des latino-américains, c'est-à-dire que aux États-Unis, il n'est pas possible de s'engager dans une armée étrangère, donc la seule option qui leur reste, c'est la Légion étrangère. Et donc on a ces mêmes parcours qu'on retrouve, qui sont aussi d'une certaine manière instrumentalisés, entre guillemets, puisque on le sait, un certain nombre de jeunes Américains vont se retrouver dans ce qu'on va appeler par la suite l'escadrille Lafayette. Et on voit bien l'enjeu symbolique extrêmement fort, puisque on retrouve dans les archives les autorités allemandes qui se plaignent auprès des Américains en expliquant comment avez-vous pu laisser faire ça à partir du moment où vous acceptez que vous ayez des volontaires qui constituent une escadrille. Le symbole qui est associé à Lafayette, c'est d'une certaine manière prendre parti pour les Français contre les Allemands. Donc les Américains ne donnent pas suite, évidemment, ça va sans dire, mais on voit bien comment cette figure du volontaire extrêmement minoritaire va aussi aider à construire cette image qui a le camp du bien et l'autre camp, puisque ces volontaires plutôt issus des bonnes familles vont écrire à leur famille. Vous avez un certain nombre d'artistes, et généralement ces familles vont compiler leurs textes, souvent quand ils meurent d'ailleurs, les publier sous forme de fascicules, les publier dans la presse, et donc ça va contribuer aussi à imprégner dans les esprits cette idée que s'il faut choisir un camp, c'est celui de la France et pas celui de l'Allemagne. Donc on voit bien comment la problématique du volontaire... Il faut aller à l'encontre de l'idée reçue que jusqu'en 17 les Américains se désintéressent de la guerre. Tout au contraire, ils la suivent de manière extrêmement importante à travers les journaux qui suivent cette guerre en direct. Vous avez aussi toute une série d'associations ethniques, d'Allemands, d'Italiens, de Français, d'Autrichiens, etc., qui sont brûlés. C'est le grand moment où il y a toute une accélération du phénomène humanitaire, notamment la Croix-Rouge américaine qui existe depuis plusieurs années déjà, mais dont on voit qu'avec la guerre, elle va passer d'une activité modérée à un phénomène de masse. C'est vraiment le début de l'humanitaire de masse aux États-Unis, autour des Alliés, et en particulier de la France occupée, le nord de la France, tu rappelais la Picardie, et la Belgique. Et on voit bien que dans l'esprit de ces Américains, de l'Américain ordinaire, on a une sympathie pour cette Belgique occupée et ce nord de la France occupé. Et ça contribue aussi à construire l'image de cette barbarie allemande, qui évidemment est exagérée, ça va sans dire, mais qui correspond et qui va faciliter au moment du passage de l'entrée en guerre l'adhésion de ces soldats à ce projet. C'est pas simplement performatif en leur disant vous allez combattre au nom de la liberté, c'est parce qu'aussi pendant les 3 années, c'est une société américaine qui a été très imprégnée des nouvelles qui venaient d'Europe et qui suit, notamment par la presse, par l'image, ce qui se passe au plus près des combats. Alors, je voudrais revenir sur la question centrale de vos 2 interventions, qui est la question de la mobilisation. C'est extrêmement varié. Alors peut-être trois petites questions. À vous entendre, je suis un petit peu surpris parce que j'ai le sentiment, je vais le dire un petit peu brutalement, mais j'ai le sentiment que vous évacuez un petit peu la question de la neutralité. Oui, alors peut-être parce qu'elle a été beaucoup travaillée, mais quand même ce sont sur 4 ans de guerre, quand même 2 ans et demi de neutralité, et l'arrivée est lente quand elle arrive. Bon, donc voilà, donc, je sais que ça a été beaucoup travaillé. Donc est-ce qu'il y a une autre manière de penser la neutralité ça serait la première question. La deuxième question, est-ce qu'on peut
historiciser, enfin chronologiser cette mobilisation? Est-ce qu'il y a des nœuds? Est-ce que 17 est un tournant, par exemple, évidemment, le printemps 17, etc. Et est-ce que vous êtes d'accord sur les rythmes qui s'imposent de cette mobilisation? Et enfin, mon troisième sentiment à vous entendre, c'est que cette mobilisation, elle est, en tout cas au départ, relativement ciblée. Elle touche des populations particulières. Migration, femmes, jeunes intellectuels, communautés migratoires. Bon, alors, c'est toujours la difficulté de cette mobilisation, comment en mesurer la profondeur, comment en mesurer l'impact. À la fois le mot est commode, parce qu'il embrasse des formes de mobilisation extraordinairement différentes, finalement. Ce que je vous proposerais, c'est peut-être de poser la question sous le biais du concernement. C'est-à-dire d'essayer de se poser la question de savoir qui se sent concerné et au nom de quoi. Ce qui, moi, à mon avis, est une manière de poser le problème de la mobilisation, peut-être de le renouveler et de le poser de manière un petit peu plus précise. Et de savoir qui se sent concernés, quelles sont les logiques du concernement. Peuvent être, évidemment, pour les migrants, on comprend. Pour ce petit garçon qui dessine parce que sa mère est en Europe, on le comprend. Il y a des logiques de concernement, il y a des degrés de concernement, et on est concerné au nom de quelque chose. Au nom de l'humanité, au nom de sa famille, il y a toutes sortes de degrés qui peuvent aller des idéaux les plus absolus aux choses les plus concrètes. Alors je me demande si cette notion de concernement ne serait pas plus fine, voilà, pour dire les choses. Alors voilà sur la question de sur la question de neutralité, je vais faire extrêmement rapide, puisqu'en fait, dans le livre qui circule, mon idée, c'est vraiment de déconstruire la chronologie de 1917-1918. Et on a une très très longue partie des premiers chapitres qui partent sur la période 1917, avec vraiment cette idée que, officiellement, politiquement, les Américains sont neutres, mais la guerre est dans les esprits. Et si on revient sur la question économique, on voit bien que la neutralité fait qu'on ne prête pas de l'argent aux belligérants, mais qu'en fait, dans la réalité, les acteurs économiques, eux, prêtent de l'argent. Donc ça, je pense que c'est une idée importante, c'est-à-dire qu'il faut dépasser, il y a la neutralité, et cette idée qu'avril 17 serait une rupture fondamentale, c'est pas du tout le cas. Sur la question de la chronologie, évidemment, on a 17, avril 17. Moi, je rajouterais une deuxième chronologie qui est le printemps 1918. Où on voit qu'il y a comme un alignement des planètes avec une accélération de la mobilisation américaine dans la dimension économique, dans la dimension militaire en particulier. Et on voit bien qu'il y a quand même un temps d'adaptation nécessaire dans un pays dont je rappelle, à la différence de la France, qui n'a pas de plan pour faire la guerre. C'est-à-dire que c'est quand même une différence fondamentale. Donc il va falloir construire des plans, mobiliser des hommes, de l'argent, etc. Et c'est vrai que, évidemment, on a des attitudes différentes. On a parlé des soldats. Le soldat, pour l'essentiel, fait la guerre et n'est pas contre la guerre. Il n'y a pas de mutinerie, notamment chez les soldats américains. Mais on voit bien aussi que cette société, et en particulier sur l'après-guerre, n'est pas forcément d'accord. Et je citerai peut-être deux catégories. La catégorie de l'ancien combattant, qu'on va retrouver dans toutes les sociétés qui ont été en guerre, on le sait très bien dans le cadre européen, mais aussi extrêmement important aux États-Unis. Et on voit bien comment ces anciens combattants vont devenir désormais des acteurs du politique dans l'entre-deux-guerres, et en particulier dans cette logique de der des der. C'est-à-dire que l'ancien combattant de l'époque n'est pas l'ancien combattant proche du complexe militaro-industriel des années Reagan. On n'est pas dans cette logique. Deuxième groupe, c'est tous ceux qui ont contesté la guerre pendant la guerre, et notamment ceux qui ont soutenu les objecteurs de conscience, avec un phénomène important qui est la création d'une société qui s'appelle la CLU, qui est aujourd'hui la plus grande société de défense des droits civiques. C'est elle qui engage le plus de procès après l'État autour de ces questions. Et donc on voit bien comment ces gens vont se structurer, s'organiser pour avoir une parole qui est alternative, et de dire la guerre ne nous concerne pas, ou la guerre conduit à réduire les libertés. Et donc, évidemment, dans un temps court, on n'arrive pas à montrer tout ça, mais je crois que c'est important d'avoir aussi à l'esprit, pour revenir sur la question du consentement ou du concernement, qu'il y a une partie de la société américaine qui ne veut pas de cette guerre et qui se mobilise contre la guerre, avec des effets sur la très longue durée,
autour des droits individuels, des droits des minorités et toujours du rapport à l'État. Et sur la question du concernement, je crois qu'évidemment, oui, on est concerné à des niveaux différents. C'est pas la même chose d'avoir un fils qui est parti à la guerre que d'être, pour rebondir sur l'exemple d'Olivier tout à l'heure, sur la cherté de la vie, un producteur de coton du sud des États-Unis qui est gêné par le blocus et la guerre sous-marine, qui n'arrive pas à exporter son coton et qui a des difficultés de fin de mois. Ou, on le voit bien, sur cette question de l'adhésion, quand on est sur la côte Est, on se sent extrêmement concerné par la guerre, parce qu'on a des relations avec l'Europe depuis longtemps. Quand on est dans un Middle West non exportateur, c'est-à-dire un Middle West qui est sur un marché local, on considère que la guerre, c'est pas franchement un sujet jusqu'au moment en 1917 où les fils du village sont mobilisés. Donc je pense qu'il y a aussi, comme il y a des Amériques latines en guerre, il y a des géographies des États-Unis dans la guerre, avec une Amérique de l'intérieur qui a plutôt des relations dans son espace des Amériques, et une Amérique tournée vers l'extérieur, qui forcément, pour laquelle il y a des enjeux extrêmement différents. Donc c'est sûr que ce concernement, il est extrêmement variable, et on le voit bien à travers un exemple, quand on regarde qui donne à la Croix-Rouge, combien et pour quelle cause. Je trouve que ça dresse bien une cartographie de l'intérêt plus ou moins fort des Américains pour ce qui se passe en Europe de 14 à 17, et des groupes et des questions qui interrogent. Parce que, on ne l'a pas dit, parce que là on est très centré sur l'Europe occidentale, mais ces Américains, ils se préoccupent d'Amérique latine. Qu'est-ce qui s'y passe? Et tu as bien rappelé combien on essaye de faire en sorte que ces pays rejoignent la guerre. Ils sont préoccupés d'Asie-Pacifique, parce qu'ils y voient aussi l'occasion de récupérer des territoires, notamment allemands, dans cette Asie-Pacifique. Ils sont préoccupés par le Proche et le Moyen-Orient, ce qu'on a un peu perdu de vue. Notamment, il y a des comités de soutien aux populations civiles dans ce qui va devenir la Syrie d'aujourd'hui, qui se mettent en place avec la guerre. Donc il y a une géographie mentale des Américains qui dépasse très largement l'Europe occidentale et qui va se recentrer sur l'Europe occidentale en 17 parce que c'est le lieu des combats. Donc c'est là que les soldats américains combattent et donc on s'en préoccupe, avec peut-être un appendice qui est la Russie et la Sibérie, avec, on s'en souvient, le déploiement de troupes américaines dans cette région. Vous voyez que c'est une géographie assez particulière. On se préoccupe peu du front en Autriche-Hongrie, par exemple, parce que, évidemment, il n'y a pas de soldats américains qui sont engagés. Alors, je n'évacue évidemment pas la question de la neutralité. J'en ai pas parlé, oui, je sais. Non, il y a le consensus neutraliste de 1914 dans toute l'Amérique latine, qui est d'ailleurs fondé sur 3 grands arguments. L'analyse des diplomates, des gouvernements. Un, c'est une guerre européenne. Si on analyse les causes de cette guerre, c'est la vieille rivalité franco-allemande liée à 1870-71, c'est les rivalités impériales, coloniales, en tout cas des choses c'est la crise des Balkans, et des choses qui n'impliquent en rien l'Amérique latine. 2, si on entre en guerre, et là je pourrais vous montrer des tableaux qui montrent la diversité des partenaires financiers et commerciaux des différents pays d'Amérique latine. Si on entre en guerre dans un camp ou dans l'autre, on va s'aliéner des partenaires très très importants, des marchés ou des fournisseurs, et ce serait donc mettre en péril le processus d'intégration accéléré dans les marchés internationaux que l'Amérique latine a vécu dans le dernier tiers, le dernier quart du 19e siècle. Et 3e élément, ça c'est très intéressant, notamment dans les 2 pays que j'ai le plus étudié, l'Argentine et le Brésil, entrer en guerre, ce serait mettre en péril le fragile édifice national qui est très largement un melting pot. Et je peux vous dire que du côté brésilien, où il y a 400 000 totaux brésiliens, comme on dit à l'époque, c'est-à-dire brésiliens d'origine germanique, dans les 3 États du Sud, de Paraná, Santa Catarina et Rio Grande do Sul, c'est un événement qui compte beaucoup. C'est un élément qui compte beaucoup. Et lorsque le Brésil entre en guerre le 26 octobre 1917, évidemment, ces 400 000 totaux brésiliens deviennent la 5e colonne, pour aller très vite, l'ennemi de l'intérieur. Et donc la question de la neutralité est resémantisée à ce moment-là, etc., etc. Et alors oui, sur les logiques du concernement, c'est une manière, je dirais, de renverser la question que je trouve assez intéressante. Après, j'ai l'impression que la question que tu poses, elle est beaucoup plus méthodologique. C'est la question de la mesure. C'est-à-dire que, et moi c'est un écueil auquel j'ai été évidemment confronté, j'ai réussi à mesurer, par exemple, sur la base d'échantillons assez représentatifs, la part des francophiles et des germanophiles, parce qu'à un moment donné, on a des corpus qui permettent cela.
Et donc là, on peut essayer de penser un peu justement leur mode d'être concernés par la guerre, l'Europe comme modèle de civilisation, etc. etc. Bon. Mais après, aller mesurer la diffusion exacte de la littérature de Cordel dans les petits villages du Pernambouc en 1917 et en 1918, je ne vois pas quel outil on peut créer, quel type de corpus on peut créer. Et là, d'ailleurs, accessoirement, on touche une limite sérieuse de l'histoire culturelle. Plus généralement. Plus généralement. Voilà. Je réponds rapidement, parce que je veux pas... Si on veut faire intervenir la salle un petit peu. Oui, alors faisons intervenir la salle. Si la salle le souhaite. Ah. Monsieur Beaulieu. Ce sont les questions économiques. Il faudra que le centre graphique économique là. Méthodologiquement, j'ai beaucoup aimé l'idée, ce que vous avez sur l'esprit d'Amérique latine, c'est un événement qui a valeur mineure et situé dans le temps. Et pourtant, il va avoir des conséquences, par exemple, sur l'Amérique latine, le nationalisme. Et si on regarde les États-Unis, la question qui est posée, est-ce qu'on aurait pu imaginer les États-Unis contemporains sans la Première et la Seconde Guerre mondiale? Dans la mesure où on expérimente l'intervention, la contrainte par l'État, son lien avec l'industrie, la propagande, c'est-à-dire on a toute la monnaie de crédit, etc. On a tout trait de changement. Est-ce qu'on ne peut pas interpréter l'entre-deux-guerres contre la lutte entre retour à l'âge d'or que tous les pays et les virus introduits dans le statut des hommes et femmes, les rendements des chèques, la société travaillée par les suites de la guerre, et ce qui ne se résoudra que dans la Seconde Guerre mondiale, qui va à nouveau rajouter une couche de centralisation de l'État. Donc, alors, est-ce que méthodologiquement, on pourrait, par quelle méthode l'historien pourrait-il le suivre? Alors moi, j'imaginerais une méthode totalement contrefactuelle. Écrire comme Philippe Dick, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas eu de guerre mondiale. Où sont les États-Unis? Et mon pronostic, pour avoir étudié l'histoire économique américaine, c'est qu'on ne saura absolument pas où sont les États-Unis. Sauf peut-être celui de Trump, je ne sais pas qui serait un grand retour en arrière. Est-ce qu'on pourrait l'ériger? Est-ce qu'on aurait des matériaux pour suivre le legs de tous ces éléments dans les débats qui ont cheminé, quoi? Ça serait ultra intéressant pour comprendre comment un événement, mais certes quand même ponctuel, mais massif quand même, peut avoir une conséquence durable. Parce que dans l'idée, on a l'idée de société stationnaire. Et elles ne sont absolument pas stationnaires. Et même lui-même, Thomas Piketty, si vous regardez bien son livre, c'est un hommage remarquable, parce que ce n'est pas les idéologies de l'égalité qui ont triomphé, c'est les conséquences sociales et politiques des deux guerres mondiales. Je ne sais pas si vous voyez, et dans les travaux que j'ai fait avec mon collègue régulationnistes, on était absolument surpris, on a pendant longtemps caché, on a conclu en termes de théorie économique, en fait, les deux grandes découvertes, c'était le caractère fondateur des deux guerres mondiales. Tant en Europe qu'aux États-Unis. Et en Amérique latine. Pour ça, les historiens, vous avez une grande responsabilité. Il faudrait montrer que les sociétés ne sont pas stationnaires. Ce qui mettrait beaucoup dans mes polémiques avec mes collègues économistes. Alors moi, déjà, elle est compliquée, celle-là. Donc, oui. Vous avez remarqué cette harmonie, c'est Olivier qui répond. C'est dommage qu'on soit filmé, parce que j'aurais pu dire ce que je pensais vraiment de l'histoire contrefactuelle. Non, mais enfin, là, je ne vais pas vous répondre sur ce mode-là, justement, parce que je ne suis pas un grand fan de l'histoire contrefactuelle. En revanche, ce qui est certain, et pour répondre, disons, dans votre domaine de compétences à vous, c'est que, par exemple, effectivement, ça permet, en ce qui concerne l'Amérique latine, de vraiment resémantiser les années 20, notamment en matière d'histoire économique. Vous connaissez le discours tout à fait classique. Au fond, l'Amérique latine, la grande rupture, c'est 1929-1930. C'est la prise de conscience de la dépendance. C'est le début de la théorie de la substitution des importations, etc., le décollage industriel. Si on regarde, alors effectivement, en termes de politique publique, c'est vrai, les grandes ruptures ont lieu dans les années 30, mais en termes de débat théorique, les débats ont lieu dans les années 20 comme une conséquence de la Première Guerre mondiale. En 1923, dans une toute petite revue consacrée à l'agriculture argentine, un très jeune économiste écrit un article où il dit, voilà, si on regarde les effets de la Première Guerre mondiale en Argentine, on se rend compte que nous avons des économies dépendantes et fragiles qui n'arriveront jamais à évoluer, je dirais, loin des soubresauts créés par l'Europe ou les États-Unis. Et il faut, au fond, essayer d'inventer, et il le dit comme ça, un nationalisme économique. Ce jeune économiste argentin s'appelle Raúl Prebisch,
Et ce n'est pas tout à fait un hasard de le voir émerger, disons, comme jeune auteur économique, dans la foulée de la Première Guerre mondiale et en lien avec la Première Guerre mondiale. Mais après, effectivement, sur les questions, s'il n'y avait pas eu de Première Guerre mondiale, que serait-il passé en Amérique latine? Bon, ça peut être un nouveau livre. Je vais y réfléchir, mais un livre de fiction, c'est ça. Je crois que j'ai la même analyse. Moi, je rajouterais quand même un autre élément de chronologie sur lequel on est passé vite, c'est la question du tournant impérialiste et de 1898, qui finalement, d'une certaine manière, accélère l'entrée des États-Unis dans le concert des nations et des puissances, et qui ramène à interroger finalement cette possible parenthèse, pas uniquement le temps de la guerre, mais comme un grand moment 1890-1919, où on est dans les effets de la mondialisation, on découvre qu'étant une grande puissance mondialisée, on ne peut pas vivre sans le monde extérieur et les Européens, et comment finalement cette guerre va permettre de poursuivre dans cette lancée, ou au contraire, c'est le retour des vieilles tentations du 19e siècle. Et on voit bien cette tension perpétuelle dans les années 20 entre la modernité, l'ouverture vers l'international, et au contraire le retour du conservatisme. Il suffit d'avoir en tête les lois migratoires restrictives de 1920. Une très belle transcription de tout ça. Donc on est plutôt dans un moment de changement générationnel, tension entre l'ancien temps et ce monde du XXe siècle. Et vous avez raison de dire que finalement, la question va être tranchée avec la Seconde Guerre mondiale. Et ce qui nous amène tous, je pense, un peu à essayer de penser dans des éléments de continuité ces deux événements, en ayant bien conscience, évidemment, que ça n'a rien à voir, mais qu'en même temps, les gens qui ont vécu la Seconde Guerre mondiale étaient les héritiers de cette Première Guerre mondiale dans tous les aspects militaires, économiques, politiques, culturels. Juste une observation qui va dans le même sens de ce qui a été dit tout à l'heure. C'est-à-dire que pour ce qui est de l'Amérique latine, finalement, on le voit d'ailleurs dans les deux textes que tu avais mis auparavant, de Carlos Ibarguren et de Luis Rodríguez Enville. En vérité, dans les débats intellectuels, dans les débats économiques, notamment des pointes, de ce qui était à la pointe de la réflexion, comme tu évoquais le cas de Prebisch, disons finalement, on voit qu'on tire des leçons de cette Première Guerre mondiale dans certaines élites intellectuelles qui vont dans le sens de redéfinir ou peut-être définir pour la première fois le positionnement international plus autonome de l'Amérique latine. Disons que ça contribue à l'identité en quelque sorte de l'Amérique latine, cette guerre. Et en effet, disons, le premier est tout à fait intéressant, illustratif, parce qu'il parle dans la fin d'un siècle, du siècle où la bourgeoisie était associée à l'idée de démocratie, le siècle des financiers. C'est la première globalisation est celle de 1860-70 jusqu'aux années 30, mais qu'en réalité connaît déjà un premier coup d'arrêt avec la Première Guerre mondiale, parce qu'il y a un fractionnement du monde. Donc c'est très intéressant. Et je trouve que, en effet, disons, le nationalisme est une dimension qui apparaît effectivement et plus nettement, puisque la vulnérabilité apparaît, la vulnérabilité qu'on entrevoit avec la guerre apparaît nettement en 1929, ça c'est clair. Mais c'est un peu plus que ça, disons. C'est plus une idée de soi-même, disons, qui donne lieu à des conclusions les plus importantes nationalistes sur le plan économique et politique, mais pas que ça. Par exemple, disons, le deuxième texte, disons, c'est pas par hasard, là. Il y a l'Argentine et Cuba, qui sont deux centres de pensée importants dans le monde latino de l'époque, pour différentes raisons. Très cosmopolite, Cuba, disons, à peine sorti de l'indépendance des États-Unis, de l'Espagne, en lien très direct avec les États-Unis, et l'Argentine avec une industrie culturelle déjà, caras et caretas, etc., que tu évoques, importante. Donc, la dernière observation, je voulais avoir la réaction, c'est que, justement, l'aspect identité apparaît dans le deuxième texte, c'est-à-dire que cette désillusion à l'égard de l'Europe, même si on apprend, ça nous incite à voir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, et puis à devenir véritablement cubain. Donc l'idée, c'était d'avoir la réflexion des historiens sur ça, si c'est pertinent ou pas ce que je viens de dire.
Moi, c'est ma thèse fondamentale sur le gouvernement identitaire provoqué par la guerre. Même si après, évidemment, dans le cadre de présentation comme ça, on est obligé de caricaturer un petit peu, même si je pense effectivement également qu'il s'agit d'un moment intellectuel qui commence indéniablement avec la Première Guerre mondiale, mais qui s'achève avec la Seconde. Alors que l'historiographie jusque-là avait tendance à identifier ce moment intellectuel uniquement avec la Seconde Guerre mondiale. Après, pour faire le lien entre les deux questions, moi, au fond, les conclusions que j'essaie de tirer aussi de ce travail, au-delà de l'analyse même de la Première Guerre mondiale, c'est au fond une resémantisation des années 20 et une manière de réfléchir de manière un peu alternative aux chronologies traditionnelles que l'on propose pour l'Amérique latine. Au fond, les années 20, elles sont très souvent pensées comme l'achèvement d'un long 19e siècle, pour reprendre les terminologies à la Hobsbawm. Par exemple, dans le cas brésilien, c'est très très net, elles ont toujours été pensées comme ça. Il y aurait la grande rupture liée à la fois à la crise de 1929 et le coup d'État de Vargas, qui inaugure des nouveaux modes de fonctionnement politique. Et à mon avis, faire émerger cette rupture, l'émergence de ces nationalismes culturels, économiques, politiques, ça permet aussi de redonner... je dirais, aux années 20, un sens qui n'est pas exactement celui de la continuation un peu décadente du 19e siècle libéral et oligarchique, disons. Moi, je suis d'accord, même sur les États-Unis, on voit bien comment il y a cette même désespérance de l'Europe, c'est-à-dire cette Europe qu'on associait à la civilisation, et donc elle est en train de se suicider, et donc on voit bien que notamment chez les intellectuels, dans le monde de l'art, en particulier de la peinture aussi, ça contribue à éloigner et à, d'une certaine manière, faire perdre ce sentiment d'être second vis-à-vis de l'Europe, et ça nourrit aussi ce nationalisme culturel de manière extrêmement importante. On le voit bien, notamment à travers aux États-Unis qu'au Canada, combien désormais on a une peinture plus nationaliste et combien on est fier de sa production et on ne se sent plus toujours à la traîne de ce que font les Européens. Donc il y a vraiment un moment aussi de basculement chez les intellectuels qu'on va retrouver aux États-Unis avec peut-être une acuité beaucoup moins forte parce que finalement, quand on regarde la société américaine, on sait bien que la place qu'elle accorde la question de l'esprit est beaucoup moins importante qu'on peut le voir en Amérique latine ou en Europe. Je pense que c'est une différence. Mais ceux qui relèveraient de cette catégorie des intellectuels, c'est difficile d'employer ce mot dans la logique américaine, on voit bien qu'ils sont dans la rupture et de l'affirmation d'une pensée différente. Et c'est une forme de libération, d'une certaine manière, qui est à l'œuvre à travers ces années-là. Peut-être une dernière. En lien avec la réflexion liminaire d'Olivier Compagnon et la fresque justement de Rivera, une question pour tous les deux, mais peut-être davantage pour Hélène, d'histoire militaire. Jusqu'à quel point, en fait, on ne pourrait pas penser, alors, est-ce que c'est le cas, est-ce que c'est pas tout à fait le cas, que le théâtre d'opération premier américain dans la Première Guerre mondiale, c'est l'Amérique latine. C'est-à-dire que c'est l'intervention à Cuba, d'une part, puis l'occupation militaire de Veracruz en 1913, et le fait que Pershing, avant d'arriver en avril 17 à Brest, il a passé plusieurs mois au Mexique, entre mars 1916 et février, je crois, au cours de l'opération dite punitive contre Pancho Villa, qui a eu cette brillante idée et cette audace folle, justement, d'envahir, le seul qui a envahi le territoire continental américain en représailles justement à un certain nombre de coups tordus que lui avaient fait les États-Unis. Mais donc jusqu'à quel point effectivement c'est vraiment le cas, pas tout à fait, jusqu'à quel point c'est exagéré en fait d'imaginer qu'il y a une espèce de première, de répétition générale latino-américaine, voilà. Et jusqu'à quel point c'est vécu en tant que tel aussi chez les intellectuels latino-américains qui voient effectivement qu'ils ont été eux-mêmes pour Olivier,
presque les cobayes en fait de ces premières grandes expérimentations, et on peut penser aux barbelés, aux avions, etc. en 1910 au Mexique par exemple. Alors peut-être pour revenir sur 2 points un peu différents, c'est vrai que ces Américains qui rentrent en opération militaire, hein, je parle bien de la dimension militaire, en 17, ils sont l'héritier des militaires. On le voit bien notamment au niveau des officiers et des officiers supérieurs. Cette expérience militaire, elle vient des combats contre les Indiens, hein, qui se terminent en 1890, et aussi évidemment des opérations 1898, plus on oublie les opérations coloniales aux Philippines, 1898 et les années suivantes. Donc, il y a tout un héritage et une expérience qui va être, j'allais dire, réinvestie dans cette guerre en Europe, en sachant quand même qu'il y a une différence fondamentale. Quand ils rentrent en opération dans les guerres de tranchées, donc c'est assez loin de la doctrine d'emploi de la force américaine qui est plutôt dans l'offensive. Et évidemment, l'échelle qui est sans commune mesure. Par ailleurs, la symétrie de la guerre, on ne la retrouve plus là, puisqu'on est quand même face à des troupes allemandes qui sont particulièrement aguerries. Donc, c'est difficile de transposer cette expérience latino-américaine, hein, qui est quand même une vraie vieille tradition depuis les années 1820-1830 de l'intervention ponctuelle. En termes de doctrine d'emploi de la force, on ne peut pas. Par contre, ce qui est vrai, et je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est que si on se replace dans le contexte de la neutralité, et notamment de l'été 14, il est frappant, quand on regarde les archives diplomatiques, de voir combien la préoccupation pour les responsables politiques américains, le président en tête, c'était pas forcément l'Europe. Hein. Il y a cette phrase de ce ministre qui dit « mais voilà, qu'est-ce que c'est que cet archiduc, on n'arrive pas vraiment à cerner le pays dont il s'agit, etc. » Et vraiment, la préoccupation, c'est en particulier le Mexique. Hein. Tu disais Veracruz, le psychodrame de Tampico, etc. Et on voit bien que finalement, il y a toujours dans les têtes une centralité du dossier des Amériques, du Mexique en particulier, Pancho Villa. Et donc, il ne faut pas être déformé par nos réalités de Français obsédés par la Première Guerre mondiale. Oui, c'est un dossier prioritaire en 17 parce qu'ils sont en guerre. Mais ça revient un peu sur ce que je disais, l'Amérique latine ou les Amériques, la Caraïbe en particulier, reste une préoccupation et une obsession des Américains. On est dans l'héritage de la doctrine Monroe, on est dans la réflexion de la construction d'un espace des Amériques qui va aboutir avec la Seconde Guerre mondiale. Et on voit bien, pour rebondir sur ce que disait Olivier, cette préoccupation dans un premier temps de faire en sorte que les pays des Amériques restent neutres à tout prix, même si ça leur pose parfois des problèmes et autres. Et là, on a un peu un alignement. Puis ensuite, une fois qu'on est entré en guerre, avoir envie qu'ils ne soient plus neutres et qu'ils rejoignent la bonne cause. Donc je crois qu'il ne faut vraiment pas perdre de vue cette dimension. Nous, évidemment, notre histoire de la Première Guerre mondiale est une histoire de la France dans la Première Guerre mondiale parce que, c'est l'histoire de nos ancêtres qui ont combattu, c'est l'histoire des combats qui ont lieu en France. Mais de se dire que dans la géopolitique états-unienne sur l'ensemble de la guerre, il y a une intervention en France, évidemment. Il y a recomposer le monde de l'après-guerre et le projet de la SDN. Mais il y a avant tout la question des Amériques, militairement et en termes d'influence économique. Hein, tu rappelais comment la coupure des liens transatlantiques, parce que les pays européens sont ruinés, ils sont en train d'emprunter massivement aux États-Unis, parce que les sous-marins allemands gênent la circulation, fait qu'on voit bien cette montée en puissance des intérêts économiques dans la région, qui est l'aboutissement d'un phénomène ancien, mais qui, évidemment, avec la guerre, va se faire au détriment de la Grande-Bretagne. Et donc, quand on est un responsable américain, on regarde les Amériques avec obstination, conviction et continuité par rapport à ce qui est une très très longue histoire de la relation. Moi, je ne suis pas assez compétent en histoire militaire nord-américaine pour te répondre. Je voudrais que j'ai cette vision-là aussi, pour vraiment te répondre sérieusement. Mais ce qui est certain, en tout cas, c'est que ces interventions, qui s'inscrivent dans la continuité de la politique nord-américaine, accentuent considérablement un certain sentiment anti-yankee. Que l'on voit beaucoup et qui est très mobilisé en 1917 par tout le camp des neutralistes qui ne veulent absolument pas suivre Washington. Mais en même temps, on ne peut pas résumer
le regard de l'Amérique latine sur les États-Unis à cela, parce que justement l'effondrement de l'Europe, pour aller vite, la désillusion de l'Europe que je vous illustrais tout à l'heure, a aussi pour conséquence de voir des intellectuels latino-américains dire voilà, maintenant l'avenir de l'Amérique latine, c'est dans une union positive au travers du panaméricanisme. Je pense notamment à un petit livre d'une quarantaine de pages de Romulo Naón, qui est un intellectuel argentin, il écrit ça en 1919, et il dit voilà, l'avenir de l'Argentine passe par une adhésion positive au panaméricanisme et par une rupture avec cette défiance vis-à-vis de Washington que nous entretenons depuis la fin du 19e, etc., etc. Non mais Alors, c'est pour, il nous reste 5 minutes. Moi, j'ai pour conclure. Une toute petite dernière question de conclusion, mais qui est une question d'actualité. Comment les Américains, dans leur immense diversité, tous du nord au sud, ont-ils vécu notre commémoration aiguë depuis les années 2000? Est-ce que ça les a intéressés, le centenaire? Alors, moi, je vais répondre que je vais être rapide là-dessus. En fait, évidemment, comme la guerre n'a pas été vécue dans sa chair, dans les pays d'Amérique latine, elle n'existe pas véritablement dans les mémoires. Alors, elle existe dans des mémoires groupusculaires, en quelque sorte. La communauté italienne de Buenos Aires célèbre chaque année la date de l'entrée en guerre, Vittorio Veneto, etc., etc. Mais enfin, il n'y a pas de commémoration massive. Et par exemple, quand vous allez au musée de l'armée brésilienne, dans le fort de Guanabara à Rio, vous avez une immense salle, plusieurs salles d'ailleurs, sur l'armée brésilienne dans la Seconde Guerre mondiale, parce qu'on connaît sa contribution à la libération de la Sicile et de l'Italie en particulier, mais il n'y a pas la moindre salle, la moindre vitrine, le moindre sur la Première Guerre mondiale. Alors qu'il y a quand même un corps expéditionnaire qui est parti, qui a été bloqué à Dakar par la grippe espagnole, et qui ensuite est quand même arrivé en France après l'armistice, et a monté le fameux hôpital brésilien de la rue de Vaugirard, qui a joué un rôle important dans la reconstruction des gueules cassées françaises. Bon, il y a quand même une expérience à un moment donné de la sortie de guerre, mais c'est même qu'une participation quand même à la conférence de Versailles, en tant que pays vainqueur, mais tout ça, voilà, il n'y a pas de mémoire. Et donc, au fond, il n'y a pas non plus, je crois, de regard très fort sur nos commémorations. Après, bon, tout ce qui est de manière évidente, c'est des se sont emparés, comme le milieu académique le fait maintenant, de la commémoration pour organiser toute une ribambelle d'événements sur la Première Guerre mondiale et éventuellement ses impacts en Amérique latine. Mais au-delà de ça, non. Moi, je rentre du Costa Rica où j'étais aux commémorations du 11 novembre, mais c'était pas donc Costa Rica, pays vainqueur, puisqu'il est rentré à la suite des États-Unis en guerre en mai 1917. Mais en fait, l'État costaricien n'était pas du tout impliqué là-dedans. C'était les commémorations organisées par l'ambassade de France et l'ambassade d'Allemagne, avec l'université qui en profite pour organiser un gros colloque sur la Première Guerre mondiale. Mais voilà. Et aux États-Unis, c'est pareil. Finalement, la mémoire de la Seconde Guerre mondiale écrase complètement celle de la Première, à part quelques moments, quelques batailles emblématiques comme Bois-Bello. Je ne sais pas si vous avez suivi la polémique sur le non-déplacement de Donald Trump dans le processus commémoratif. Ce qui est assez symptomatique, c'est qu'on n'a pas vraiment de monument commémoratif de la Première Guerre mondiale aux États-Unis. Je fais abstraction du soldat inconnu qui est sur le même modèle que notre soldat inconnu, puisqu'il a été mis en place au début des années 20. Mais quand on veut aller dans un véritable musée de la Première Guerre mondiale, il faut aller à Kansas City. Et ça part d'une expérience des populations locales après la Première Guerre mondiale qui veulent commémorer leurs morts. Donc on voit bien que il y a une place qui reste assez marginale dans l'opinion publique, à part dans l'opinion publique éclairée. C'est pas forcément un sujet qui intéresse, ou alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, par le biais des minorités qui en font un sujet d'aujourd'hui. Et on pourrait dire exactement la même chose de Donald Trump. Quand Donald Trump vient à Paris en 2018, c'est évidemment pour commémorer le centenaire, mais c'est surtout pour pousser des sujets qui sont très actuels aujourd'hui. Donc je crois qu'il y a vraiment un décalage extrêmement manifeste autour de ces questions de perception, de mémoire et de représentation, et qui finalement pour les États-Unis sont assez constants dans le temps. Il y a des moments mémoriels qui sont des anniversaires, mais sur la longue durée depuis un siècle, on a quand même un regard assez similaire sur cette Première Guerre mondiale. On termine en musique? Non, je vous avais promis de la musique tout à l'heure et j'ai oublié de conclure avec ça. C'était pour vous montrer l'imprégnation de la guerre dans les pratiques culturelles. En 1932, Carlos Gardel compose Silencio e la noche, qui est l'histoire des 4 fils du futur président de la République française, Paul Doumer.
tous 4 morts Ouais. au combat. Et cette histoire avait profondément ému Carlos Gardel, qui a fait Silencio de la Noche. Énorme succès dans la première moitié des années 1930, non seulement en Argentine, mais dans tous les pays d'Amérique latine où Gardel tourne, et notamment grand succès lorsqu'il va se produire en Colombie en 1936. Il rentre, comme dirait Carlos, il rentre, son avion s'écrase, il meurt, et il y a là une immense cérémonie où son corps rentre en bateau depuis, je ne sais plus si c'est Carthagène ou Bogota, jusqu'à La Boca, jusqu'au port de La Boca, et une procession réunissant des centaines de milliers d'Argentins est organisée entre La Boca et le cimetière, non pas de la Recoleta, mais l'autre cimetière où il est... Chacarita, exactement. Et cette procession se fait uniquement au rythme de Silencio de la Noche. Et Silencio de la Noche, c'est la Première Guerre mondiale. Donc je voulais quand même... Voilà. El búfalo duerme, la ambición descansa, me siento una cura, una madre canta, un canto querido que llega hasta el alma, porque de esa cuna. Il n'y a pas de réseau, excusez-moi. Mais enfin, vous l'écouterez, vous chercherez éventuellement les paroles pour les entendre de manière plus audible qu'elles ne l'étaient là. Voilà. Bon, eh bien, merci beaucoup.